Peuple d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous suivez votre émission intitulée Peuple d'abord officiel. Peuple d'abord officiel, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Avec lui, nous avons choisi deux sujets d'actualité. Le premier, c'est celui qui concerne l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressant bien sûr à son homologue rwandais, Paul Kagame. Le deuxième et le dernier sujet, c'est celui du dialogue entre Congolais. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais à mon invité, honorable Lumuna Ndoubou Jérôme. Bonjour. Bonjour mon cher. Vous êtes député honoraire, mais je viens d'apprendre que vous avez plusieurs casquettes. Peut-on savoir? Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour avoir des informations au sujet des questions d'actualité. Qui suis-je? Moi, Lumuna Ndoubou. Je suis heureux de parler de moi-même. Je dois rappeler à l'opinion qui je suis. Lumuna Ndoubou Jérôme. C'est comme ça que je m'appelle. Je suis licencié en droit. Je suis avocat de profession. Je suis commissaire des peuples. Je suis conseiller de la République. Je suis sénateur honoraire. Je suis ancien vice-ministre de l'Intérieur, de la Sécurité du territoire. Je suis ancien vice-ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Lumuna Ndoubou. Je suis aussi écrivain. Et chef d'un parti politique, la droite plurielle. Cela me concerne, évidemment, marié et père de famille congolais authentique de père et de mère. Honorable Jérôme, apparemment, la République démocratique du Congo vous a tout donné. Oui, la République m'a tout donné. J'ai donné le meilleur de moi-même à la République. Rappelez-vous, quand il y avait des conflits au niveau de la conférence nationale souveraine, Lumuna Ndoubou est monté au créneau pour apporter la lumière. On a mis fin au conflit qui allait déboucher sur une guerre civile. Merci beaucoup, honorable Jérôme. Nous passons directement à l'essentiel de notre émission. Vous avez suivi l'adresse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a affirmé qu'il a tendu sa main à son homologue rwandais, Paul Kagame. Cette phrase a été diversement interprétée partout au monde. Vous, en tant qu'acteur politique majeur, quel est votre point de vue par rapport à la phrase du chef de l'État s'adressant à son homologue rwandais, Paul Kagame? Mon point de vue est très positif. Je salue la position du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir tendu la main à son collègue rwandais Paul Kagame. Il a tendu la main pour la paix. Il a tendu la main pour la stabilité. Il a tendu la main pour le développement des pays des Grands Lacs. Et je base mon argumentaire sur ce que suit. Au niveau des relations internationales, lorsqu'il y a des conflits qui éclatent entre les États, il y a des modes de résolution des conflits. Parmi les modes de résolution des conflits, il y a ce qu'on appelle mode pacifique de résolution des conflits. C'est le dialogue. Et c'est ce dialogue-là que le président Tshisekedi a voulu, et pour cela, il a tendu la main à son collègue rwandais pour que la paix, la sécurité reviennent entre nos deux États. En fait, il y a des problèmes entre les peuples. S'il y a un conflit, s'il y a un différend au niveau des pays, il y a lieu à ce qu'on se mette autour d'une table, qu'on puisse voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est un principe acceptable, le mode des résolutions
pacifique, le mode pacifique de résolution des conflits. Lorsqu'il y a des conflits qui éclatent et qui opposent les États les uns aux autres, et ce mode-là qui est préféré, contrairement à la guerre, où on résout le problème par la guerre, ou on résout par le dialogue. Mais en principe, le mode préféré, c'est le dialogue pour résoudre le conflit de manière pacifique. Voilà pourquoi j'apprécie, à juste titre, la position du président Tshisekedi. Et dans l'histoire, pour ceux qui suivent l'histoire, vous allez parler plus loin peut-être d'Israël et les pays arabes. Mais dans le temps, le président Sadat, Sadat, Anwar, El Sadat. Anwar, El Sadat, ou Sadat et Anwar. Ce président égyptien, lorsqu'il y avait la guerre, celle qui continue maintenant, qui oppose Israël aux pays arabes ou aux Palestine. Mais le président Edouard Sadat a résolu une solution, a trouvé une solution. Et le président Sadat avait trouvé que dans la guerre qui opposait l'Israël aux pays arabes, c'est l'Égypte qui était le grand perdant. C'est l'Égypte qui était le grand perdant. Le président Sadat a pris le courage à main. Il a dit, je veux faire la paix avec Israël. Et il a fait la paix avec Israël. Et désormais, il n'y a plus de guerre entre Israël et l'Égypte. Il l'a fait. Il a pris courage, en dépit des positions des pays arabes qui étaient contre le dialogue. Mais le président Sadat, il l'a fait. Et ce qu'il dit, a emboîté, si on peut ainsi dire, le pas au président Sadat, qui a sauvé l'Égypte, qui a soustrait l'Égypte de la guerre, qui a opposé l'Israël aux pays arabes. Et aujourd'hui, l'Égypte est en paix pendant que la guerre continue entre l'Israël et les pays arabes. Merci, l'honorable Patrick Mambo. Honorable, vous avez dit que vous avez salué la main tendue du chef de l'État à l'endroit de son homologue Paul Kagame. Mais est-ce que le message qui a été lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quelle a été la réponse de Paul Kagame? Parce qu'apparemment, il n'est pas favorable de ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé. Et si cette façon de voir les choses persiste, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que République? Moi, je crois que je n'ai pas entendu encore clairement la position du président rwandais, à moins que vous l'ayez entendu vous-même. En tout cas, je n'ai pas encore la position du président rwandais. Mais quant à nous, puisque nous sommes sur le chemin de la paix, nous sommes sur le chemin de la paix et nous voulons avoir la paix par le dialogue. Nous restons au niveau du principe. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a demandé à ce que les troupes rwandaises se retirent sans condition du territoire congolais. Nous sommes dans ce chemin-là. Où ils se retirent, conformément à la résolution 2773, ou alors on dialogue et ils se retirent. Nous ne sommes que dans le chemin du dialogue et dans le chemin des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2373. Oui, 2773 plutôt. Parce que vous avez parlé du dialogue. Nous avons entendu que parmi les revendications, s'il y aura dialogue, parmi les revendications du M23, il y a entre autres la question de change de prisonniers. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les FC, le M23 FC constitue un pays? Parce que quand on parle de change de prisonniers, on sous-entend qu'il y a un problème de deux pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda ou le Congo et l'Angola. Mais dans les contextes actuels, les M23 c'est considéré comme un mouvement terroriste. Mais à partir du moment où dans leurs revendications, s'il y aura dialogue, il y a cette disposition-là de change de prisonniers. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose qui est masqué? Non, moi je crois que pour comprendre exactement de quoi il s'agit, nous devons savoir quels sont les objectifs du M23. Si nous comprenons cela, nous allons tirer les conséquences logiques et nous allons avoir des réponses adéquates dès lors que nous avons compris de quoi il est question. Quel est le problème qui se pose lorsqu'on parle du M23?
Le M23 est un mouvement rebelle qui est né en date du 23 mars 1996, dans ce qu'on appelait, dans le contexte avec l'AFDEL. Lorsque l'AFDEL devait venir faire la guerre au Congo, il y avait des conditions. Faire la guerre au Congo, chasser Mobutu, mais en contrepartie. En contrepartie, trois choses. La première chose, c'est que l'AFDEL, parlons-en, devait céder 300 km du territoire congolais aux pays voisins, à savoir le Rwanda, à savoir l'Ouganda, à savoir le Burundi. Donc, première condition. Deuxième condition, c'était que l'on puisse céder aux ressortissants de ce pays-là, qui se trouvaient au Congo, au moment où le pays accédait à l'indépendance, leur donner l'indépendance, comment on appelle ça, la nationalité plutôt d'une manière collective. Donc, on devait céder plutôt la nationalité congolaise d'origine au sujet d'origine, parlons clairement, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. On devait leur donner la nationalité collectivement. C'est là le problème. Troisième question. Il était question que l'on puisse faire une transition politique qui consiste à partager le pouvoir, à revoir le gouvernement, à revoir le Parlement et les services publics de l'État. C'était ça les trois conditions. Donc si on revient pour dire on va échanger, nous allons retomber dans le schéma que je viens de décrire ici. Non. On échange des prisonniers lorsqu'il s'agit d'un État à État. Ça c'est d'État à État. Vous savez ce qui se passe maintenant en Israël, d'État en État. Mais lorsqu'il s'agit, si c'est un mouvement interne, mais le mouvement interne ne peut pas échanger des prisonniers. Si c'est la guerre entre Congolais, on ne peut pas demander l'échange des Congolais. Donc cela implique l'État rwandais dans ces conflits armés. Assurément, mais assurément. Ce n'est un secret pour personne. C'est le Rwanda qui est derrière le M23, mais je viens vous faire l'histoire. L'accord de l'Emera a été conclu où? L'accord de l'Emera a été conclu dans un hôtel au Rwanda. Et cet accord a consisté dans ce que je viens de vous dire. Si on gagne la guerre, si on chasse Mobutu, si l'AFDEL prend le pouvoir au Congo, l'AFDEL doit céder 300 km, l'AFDEL doit donner la nationalité collectivement à certains Congolais d'origine à ces gens-là et une transition politique. Honorable, ce discours-là, on l'entend seulement ici au Congo. Dans des sommets internationaux, le Rwanda n'a jamais évoqué ça. Mais le Rwanda ne peut pas évoquer ça. Le Rwanda ne peut pas évoquer ça, mais le Rwanda sait que c'est sur ça qu'on cause des conditions. Quand on vous dit aller négocier, c'est un dialogue, c'est un problème interne, on cache ça. Parce qu'on sait que sur le plan juridique, au niveau international, le Rwanda n'a pas raison. Le pays est un pays uni, indivisible, ne peut pas céder. Il y a un principe d'intégrité territoriale, il y a le principe d'intangibilité des frontières issu de la colonisation. Donc, on ne peut pas céder une partie du territoire à un pays voisin. Et au niveau international, on ne peut pas donner une nationalité collectivement à un groupe d'individus. La nationalité, selon la loi que nous avons comme loi étrangère, la demande est individuelle. La nationalité congolaise est d'acquisition individuelle. C'est chacun qui demande sa nationalité, qui voit qu'un étranger qui va avoir la nationalité congolaise qu'il a. Et on n'a pas besoin de venir en groupe pour dire nous sommes un groupe, donnez-nous votre nationalité, à prendre ou à laisser, ou je vous fais la guerre. Merci honorable. Pour terminer le premier sujet, le président russe Vladimir Poutine l'a dit plusieurs fois que la diplomatie sans la force, elle est considérée comme une musique sans instrument. Vous croyez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a la force pour mieux mener sa diplomatie? Je crois qu'il y a deux manières de résoudre le problème. La diplomatie ou les armes.
Mais en dehors des diplômes et les armes, il y a des sanctions au niveau international. Un pays qui fait la guerre, qui ne peut pas reculer, en ce moment-là, on recourt à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous dites, si nous avons la force de faire la guerre, nous ne sommes pas pour le chemin de la guerre. Le président de la République l'a dit. Il a dit que la République du Congo n'est pas belliqueuse. Donc le chemin de la guerre est exclu. Merci. Mais n'empêche qu'en fait, on se défend. Merci, honorable. Nous entamons à présent le dernier point qui concerne le dialogue. Le chef de l'État était clair devant la communauté congolaise vivant à Bruxelles. Je vais le dialogue que moi-même je vais initier, mais je ne vais pas celui-là. Ça veut dire quoi en d'autres termes, honorable? Non, mais le président de la République est clair. Pour le comprendre, il faut remonter à ce que je viens de dire. Le dialogue dans ce pays, il y en a eu beaucoup. Nous avons eu beaucoup de dialogues ici. Nous avons eu un dialogue au niveau de Madagascar, nous avons eu un dialogue Sun City, nous avons eu la consultation avec les protestants et Marini, nous avons eu avec Monseigneur Moussengo, nous avons eu le dialogue. Le dialogue n'est pas exclu, on l'accepte. Le problème qui se pose, c'est que vous venez se prêter d'un dialogue pour poser des problèmes qui remettent en cause la souveraineté du pays. Quand vous venez à l'occasion du dialogue, je puis dire ceci, le dialogue est possible sous conditions résolutoires, en langage clair sur ceci. Le dialogue peut avoir lieu à condition qu'on ne vienne pas dire « Monsieur, donnez-nous une partie du territoire du Congo. Monsieur, donnez-nous la nationalité congolaise d'origine d'une manière collective. Monsieur, partageons le pouvoir législatif, exécutif et compagnie. » C'est pour ça que le chef de l'État dit le dialogue n'est possible que ceux qui sont sur le chemin, ceux qui sont sur le pays, ceux qui parlent de problèmes du pays, aucun problème. Mais si on passe par le dialogue, comme une voie détournée, en vue d'aboutir aux résolutions, donc aux attentes, à répondre aux attentes des autres, qui sont, je viens de dire, les attentes qui consistent à céder une partie du territoire, les attentes qui consistent à céder collectivement la nationalité, les attentes qui consistent à se partager le pouvoir, à créer une transition politique et avoir un parlement de transition, un gouvernement de transition, un président de transition. Ça, on en a connu, parce qu'il y a eu des élections. Pour ne parler que du cas de transition politique, puisqu'il y a des élections, et qu'il y a un groupe qui a gagné les élections, qui dirige le pays. Nous nous attendons jusqu'en 2028. À ce moment-là, tout le monde va aller devant le peuple pour prendre le pouvoir au besoin. Et le président qui peut aussi être candidat, si la loi le permet, quitte à revenir, si le peuple accepte, ou n'a pas à revenir, si le peuple n'accepte pas. Nous avons tenu ce discours même à l'époque de Mobutu. Soyons réalistes, ne semons pas confusion. Dialogue possible sous conditions résolutoires. Ne venez pas pour dire dialogue, mais avec un agenda caché. Quand nous arrivons au dialogue, voici la première condition. La première condition, donner la nationalité collective aux voisins à X ou à Y. Et deuxième condition, céder 300 km du territoire congolais, tel pays voisin. Et quatrième condition, on revoit le gouvernement, on revoit le Parlement, on échange, tout le monde se partage le pouvoir, on a un service de sécurité. Mais non, ça non. Alors je dis, le dialogue possible, sous conditions, comme je viens de dire. En dehors de ces conditions, le dialogue est possible. Mais on ne veut pas venir pour le dialogue sous prétexte du dialogue pour venir imposer les positions qui sont contraires à la Constitution, qui sont contraires à la légitimité des peuples, qui sont contraires à la volonté des peuples congolais. Qui s'est déjà exprimé? Qui a désigné ces dirigeants au niveau des élections? C'est compris. Il faut comprendre, dans ce pays, il y a des lois. À prendre ou à laisser. Il y a la Constitution de la République, à prendre ou à laisser. Mais nous ne pouvons pas sortir du schéma légalement établi de la Constitution pour commencer à nous mettre de côté, pour partager le pouvoir, pour céder la nationalité en dehors de la loi sur la nationalité, pour céder une partie du territoire en dehors de la Constitution. Mais cela ne peut pas avoir lieu, objectivement. C'est compris. Oui, honorable, vous êtes en train d'aider la République à comprendre ce qui se passe exactement parce que vous avez expliqué la situation qui a commencé en 1996 jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, vous parlez de la
possibilité du dialogue à condition qu'il n'y ait pas de sujets. Qu'il n'y a pas de trois sujets. Un, qu'on ne vienne pas demander de céder 300 km aux pays voisins. Parce que ça va à l'encontre de la Constitution. Notre pays est un, uni et indivisible. Il y a un principe d'intégrité territoriale. On ne peut pas céder une partie du territoire. C'est la Constitution qui le dit. Donc on ne peut pas venir dire, donnez-nous une partie du territoire, quelles que soient les raisons. Ça serait contraire à la Constitution, contraire à la volonté du peuple congolais. On ne peut pas venir pour dire, donnez-nous la nationalité de manière collective à tel ou tel ressortissant venu de tel ou tel coin. Non, il faut plutôt appliquer la loi en la matière. Et il ne faut pas faire demander le partage du pouvoir en dehors des élections. C'est venu, on a eu des élections, le partage était partagé. Et il y en a ceux qui en ont l'exercice de manière précaire. Nous voulons aller aux élections à venir pour revoir la légitimité auprès du souverain primaire. Mais la question est de savoir, nous nous retrouvons devant deux problèmes. Il y a d'un côté le Rwanda qui nous attaque, il y a aussi les M23 AFC. Alors le dialogue que nous voulons engager, si le chef de l'État va convoquer le dialogue, nous allons discuter avec qui exactement, parce que ça fait confusion. Il semble qu'il y a le M23 et l'AFC qui se considèrent aussi comme partie prenante du dialogue. Nous aurons le M23, AFC et le Rwanda. Comment ça va se passer selon vous? Non, voici le problème. Je dis, le Rwanda et nous, c'est entre le chef de l'État. Le président Tshisekedi a dit. Le processus des États-Unis, c'est le Rwanda et la RDC. Le Rwanda et la RDC, ce sont deux pays. Vous comprenez ça? Ça, c'est entre les chefs d'État, entre les deux pays. Mais au niveau interne, M23, que c'est encore, l'autre s'appelle encore comment? AFC. AFC, le dialogue peut être possible. Le problème qui se pose n'est pas... Le problème, c'est l'objet du dialogue. Le dialogue est un principe au niveau aussi international qu'au niveau national. Le problème, c'est l'agenda que l'on amène au dialogue. Le problème, c'est l'agenda. Vous allez finir M23, bon, on connaît M23 sont des rebelles. Bon, on les met autour d'une table. Ils vont vous dire, non, monsieur, donnez une partie du territoire. Les revendications qu'ils présentent, ce n'est pas national. Les revendications, c'est au profit d'un pays étranger. C'est là le problème, c'est là le flou. C'est là le flou. On se dit Congolais. Mais qui est ce Congolais-là qui peut faire un dialogue au préjudice du Congo? Qui est ce Congolais-là qui peut faire le dialogue en disant non, je vais céder une partie de mon territoire? Qui est ce Congolais-là qui peut dire je veux le dialogue, mais je voudrais qu'on cède la nationalité congolaise aux voisins, à tel ou tel. Qui est ce Congolais qui peut dire nous faisons un dialogue, mais on remet en cause les institutions établies issues des élections? Le président de la République, on remet en cause. Le gouvernement, on remet en cause. Le Parlement, on remet en cause. Qui est ce Congolais-là? Personne. Donc, nous devons jouer le franc jeu. J'ai entendu parler qu'il y en a qui interviennent, notamment le clergé. Mais le clergé doit nous dire sur quoi doit porter le dialogue. Si on vous dit, nous, comme aujourd'hui, je cause avec vous, nous avons parlé de la mettre en lieu du président de la République. C'est clair, non? Et j'ai répondu en connaissance des causes. Mais on ne peut pas dire qu'on vient au dialogue avec un agenda caché et lorsque l'enveloppe est ouverte, s'il faut accepter les choses, et là, ce sont des revendications au profit des pays étrangers. Non. Justement, honorable, parce que quand le chef de l'État dit que le dialogue, celui-là, oui. C'est-à-dire le dialogue que lui-même va initier. Oui. Alors, en quoi le dialogue initié par les évêques de la Senko fait mal? Qu'est-ce que vous craignez? Non. Le dialogue initié par le clergé. Le dialogue, puisque ce dialogue-là, le contenu n'est pas connu. C'est ça le problème. L'agenda, le problème, c'est... Le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, mais mieux vivre ensemble à quelles conditions? C'est là le problème. Mais vous savez, mon cher ami, vous avancez des arguments. Donc, la vraie face de la chose, on ne présente pas. La réalité, on ne présente pas. Ce que l'on veut, on cache. Et quand on arrive, on ouvre l'enveloppe,
On trouve quelqu'un, mais comment? C'est une surprise. Non, non, mais nous allons dire, ah, maintenant ce n'est pas... Mais vous avez accepté le dialogue. Autrement dit, si le clergé peut nous présenter des conditions, l'agenda du dialogue, si le clergé peut nous dire, voilà sur quoi va porter le dialogue, 1, 2, 3, 4, on est d'accord. Mais si le dialogue est flou et que ça va déboucher sur ce que nous craignons, on ne peut pas accepter. Merci, honorable. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien. La dernière occasion, c'est je vous demande d'adresser un message, une proposition à la classe politique congolaise. La classe politique semble être divisée. Il y en a qui soutiennent, vous venez de le dire, les intérêts des États étrangers. Il y en a qui hypothèquent même la souveraineté de notre pays. Un message à tous ces Congolais. Non. Chers collègues congolais, le problème qui se pose ici, c'est ce qu'on a appelé le problème Yamabélé. Le pays voisin cherche une partie de notre territoire, annexer une partie. Non pas seulement c'est le sol, même la population. Donc il faut détacher le 300 km pour donner au Rwanda, pour donner au Burundi, pour donner à l'Ouganda. Donc lorsqu'on parle du dialogue, comprenez que c'est pour ça. Est-ce que vous, Congolais, vous, que vous soyez politique ou commun de mortels ou citoyen, est-ce que vous êtes d'accord pour ce genre de dialogue? Nous allons nous réunir pour céder une partie de notre territoire au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda. Nous allons nous réunir pour donner la nationalité à quiconque aurait habité le pays, on ne sait pas à quelle époque. Nous allons nous réunir pour remettre en cause le Parlement, le président de la République, tous ceux qui sont venus des élections. En d'autres termes, est-ce que nous allons au dialogue pour remettre en cause la légitimité que vous-même vous avez donnée? Vous acceptez que nous puissions aller, les gens que vous ont été élus par vous, aux élections, par vous, que vous avez placés au pouvoir, vous allez maintenant en dehors des élections par lesquelles vous avez cédé ce pouvoir. Vous allez dire, Congolais, venez, nous allons partager le pouvoir. Maintenant, en dehors de vous-même, peuple qui avez donné ce pouvoir-là, sûrement non. Donc c'est un dialogue qui cache un secret, non. Le dialogue qui cache, comment on appelle ça? Un arbre qui cache la forêt. Hein? C'est un arbre qui cache la forêt. Le dialogue flou est un arbre qui cache la forêt. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Vous venez là de suivre votre député honoraire, monsieur Lumuna Ndubu Jérôme. Avec lui, nous avons débattu les deux sujets d'actualité. Merci et à la prochaine.